Les COP servent-elles encore à quelque chose et faut-il continuer d'en organiser? Bonjour, je suis Salomé Robles, journaliste environnement-climat pour BFM TV. Bienvenue dans la question météo-climat. La COP 30 sur le climat s'est ouverte à Belém, au Brésil, ce lundi 10 novembre. Depuis 30 ans, donc, des délégations du monde entier se réunissent chaque année pour tenter de se mettre d'accord sur les moyens à adopter pour lutter contre le changement climatique. Ces conférences de parties, comme on les appelle, rassemblent les représentants de 196 États membres des Nations Unies et de l'Union européenne, signataires de la Convention sur le climat. En la signant, les États s'engageaient à agir afin que les concentrations de gaz à effet de serre causées par les activités humaines ne dépassent pas un niveau mettant en danger l'humanité. Durant les COP s'ajoutent aussi des myriades de lobbyistes, de scientifiques, d'ONG, de représentants de peuples autochtones et de journalistes. Durant 2 semaines, les journées sont rythmées par les sessions de négociation, les réunions ou encore en marge des conférences scientifiques et des présentations. Mais on peut déjà le dire avec un peu de certitude, les COP n'ont jusqu'à présent pas permis d'endiguer la crise climatique. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU l'a confirmé le mois dernier en déclarant qu'on ne parviendrait pas à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré dans les prochaines années. Mais alors, à quoi servent ces grandes messes annuelles? C'est la question qu'on pose à Lola Valéjo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice diplomatie à l'European Climate Foundation et vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sur le fonctionnement de ces COP qui, c'est vrai, d'un point de vue extérieur, peuvent parfois nous paraître un petit peu obscurs. Alors peut-être notre première question que je peux vous poser, c'est que maintenant que l'accord de Paris a été signé, que les pays ont cet objectif de ne pas faire que la planète se réchauffe de plus de 2 degrés, c'est quoi l'objectif des COP? Sur quoi on négocie? Sur quoi on discute, sachant que justement on a déjà cet objectif de ne pas dépasser ces 2 degrés? Donc des COP, on en a depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai qu'en 2015, avec l'accord de Paris, on a enfin eu un objectif clair qui impliquait tous les pays du monde, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est effectivement limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés et faire des efforts pour atteindre le 1,5. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a encore pas dit grand-chose sur comment est-ce qu'on s'y prend. Et l'accord de Paris a changé la donne parce qu'avant, on essayait de répartir l'effort suivant des critères qui soient vus comme justes pour tous les pays. Et en fait, en impliquant un grand nombre de pays en développement qui cherchent encore en priorité, et c'est normal, à sortir de la pauvreté de leur population, on ne peut pas appliquer les mêmes critères que pour les pays développés. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ces fameux critères. Donc on est passé à un système où chaque pays arrive avec des engagements, et c'est vraiment ça la pierre angulaire de ces COP aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer à Belém. On attend que tous les pays amènent de nouvelles contributions. Donc ils réfléchissent en amont. Exactement, exactement. Souvent, les COP, en fait, c'est un moment qui est très médiatique et avec une forte tension politique, mais en fait, tout le travail préparatoire pendant le reste de l'année est aussi, voire plus important que ce qui se passe pendant les COP, parce que in fine, les politiques climatiques, elles sont mises en œuvre au niveau des pays. Donc en fait, l'accord de Paris, il a donné un cadre international pour que, quelque part, tous les pays se mettent d'accord sur les objectifs, sur le rythme, et puis aussi un endroit pour discuter des conditions de mise en œuvre et du rythme, et notamment de comment est-ce qu'on allait accompagner les pays en développement à faire ces efforts alors qu'ils ont des moyens moindres que chez nous. Et du coup, la question de cet épisode, c'était est-ce que les COP servent encore? Mais on peut presque se demander est-ce qu'elles ont déjà servi? Parce que on voit justement que cet objectif des 1,5 degrés de réchauffement de l'accord de Paris va être dépassé dans les prochaines années. Quel succès, au pluriel ou non, on peut retenir des COP passées, justement ces 30 dernières années? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, si on prend par exemple la dernière décennie, qui est le moment où on s'est mis ces objectifs très clairs dans l'accord de Paris, on peut voir qu'on n'a pas réussi à atteindre déjà cet objectif et on s'approche dangereusement du seuil de 1,5. Néanmoins, on a évité 1 degré de réchauffement. Donc, c'est une façon de voir le verre à moitié plein. Quand on était en 2015, les trajectoires de développement des pays nous amenaient à un réchauffement de plus de 3 degrés. Et là, on se rapproche, suivant qu'on prend les engagements pour argent comptant ou pas, à un peu plus de 2 degrés. Donc on n'y est pas, mais il y a quand même eu des changements structurels. Tous les pays se sont projetés, ou en tout cas ont pris des engagements pour atteindre la neutralité carbone, qui est une vérité physique, en fait, ce qu'on doit atteindre pour éviter les pires effets du changement climatique. Et on a aussi une bien meilleure compréhension de ce que ça représente déjà d'avoir 1,5 degré de réchauffement, avec beaucoup d'effets irréversibles, notamment en Europe. Il faut le rappeler, c'est le continent qui se réchauffe le plus vite aujourd'hui. J'imagine que les COP, ça, en tout cas, la bonne chose, c'est que ça permet de mettre à l'agenda
le climat, en fait. C'est au moins on a une fois par an où ça a de l'attention politique et médiatique. Oui, en fait, peut-être le problème qu'on a souvent autour des COP, c'est qu'on essaye de leur faire porter le chapeau, entre guillemets, sur le fait qu'on ne fait pas assez pour le climat. Mais les COP, c'est une sorte de moment où on met les compteurs finalement sous un projecteur et on voit qui fait quoi. Mais encore une fois, le principal de l'action, ça doit être porté par les pays eux-mêmes. C'est eux qui ont les conditions. Et on peut dire que si les pays voient que d'autres pays se sont engagés, ça leur donne confiance dans le fait que c'est vraiment la trajectoire à amener. Mais je pense qu'en 10 ans, il s'est aussi passé un autre changement, c'est que au début, la question climatique, c'était beaucoup porté par une préoccupation environnementale, les conséquences en termes d'impact, notamment pour les plus faibles. On se rend compte que les impacts, en fait, touchent absolument tous les pays, même les pays développés, les plus vulnérables dans ces pays développés d'ailleurs, mais aussi que c'est devenu plutôt une question de politique économique et de politique industrielle, parce que c'est un enjeu de compétitivité. En fait, on a un vrai changement de technologie, notamment dans le secteur de l'industrie et de l'énergie, et que finalement, autour des COP, on parle de plus en plus de sujets connexes comme les questions commerciales, les questions de financement, et en fait, les COP continuent d'être des moments politiques où on parle par exemple de comment est-ce qu'on va dédommager ceux qui ont très peu contribué aux effets du réchauffement climatique, comment est-ce qu'on va taxer les secteurs internationaux qui contribuent très peu, comme le maritime ou l'aviation. Ça, c'est des choses qui sont encore discutées. Et sans ces COP-là, on n'aurait pas d'endroit pour en discuter. Et surtout pas d'endroit où les plus vulnérables ont une voix aussi importante que les gros pays dont on entend tout le temps parler, les principales économies de ce monde, l'Europe, la Chine, les États-Unis, les grands émergents. Là, on a des petites îles en voie de développement qui ont une voix très importante au chapitre parce qu'elles ont une légitimité particulière pour parler des impacts du changement climatique. Et justement, vous parlez de ce dédommagement. L'une des problématiques de ces discussions, de ces COP, c'est ce qu'on appelle le financement climatique. En gros, l'idée que les gros pays pollueurs aident les plus petits pays, les plus vulnérables, ceux qui sont presque les plus victimes du changement climatique, à lutter contre ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça signifie et surtout qu'est-ce qui coince sur ce financement climatique lors des négociations ? Alors, quand on a commencé à faire une discussion internationale sur les questions de climat, le deal, c'était toujours chacun a des responsabilités et des capacités différenciées. Donc, tout le monde doit faire quelque chose, mais on sait bien qu'on n'a pas le même point de départ. Donc, il y avait un engagement à aider les pays en développement. Il y a eu des engagements plus précis, par exemple l'engagement à verser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et là, on s'est mis d'accord sur un nouvel engagement de 300 milliards l'année dernière. Alors, il y a eu d'énormes progrès, notamment parce que toutes les institutions qui s'occupent de faire de l'aide au développement, elles ont beaucoup intégré le climat dans leur façon de faire. En disant, en fait, la façon d'être résilient et de sortir les gens de la pauvreté, c'est aussi de faire que les investissements les protègent des effets du changement climatique et les mettent sur des trajectoires de développement propres et bas carbone. Mais on n'est pas encore tout à fait là-dessus. Et notamment, une des choses qui a beaucoup aider ces dernières années à cette discussion, c'est aussi de reconnaître que, comme on n'a pas assez réduit nos émissions, en fait, les impacts du changement climatique sont très forts aujourd'hui. Et ils affectent en première ligne souvent des pays qui ont très peu contribué à créer le problème. Et c'est ça l'espace dans lequel on parle d'une certaine compensation des pertes et dommages, dans le terme technique, pour en fait permettre de remettre un peu de justice au milieu de cet état de fait. Et du coup, on parle de ces petits pays, justement. Vous disiez, l'un des enjeux des COP et pourquoi leur existence est importante, c'est que ces petits pays ont une voix. Et on imagine que c'est ça qui est important parce que ça n'arrive pas souvent, en fait, sur la scène internationale d'avoir un format comme ça où tout le monde se réunit et tout le monde a voix au chapitre. Oui, alors c'est intéressant, les pays sont organisés par groupe, soit géographique, soit par groupement d'intérêt ou niveau de développement. Et les petites îles en voie de développement, elles ont une voix très importante. Déjà, c'est elles qui ont réussi à mettre à l'agenda l'objectif de 1,5 degré, et c'était vraiment pas partie gagnée au début des négociations. Et c'est elles qui, sans relâche, pointent l'écart
entre ce qu'on arrive à faire et les besoins. Donc c'est quelque part la conscience de ce processus et elles ont vraiment une légitimité sans faille. Et c'est aussi une façon de mettre devant leurs responsabilités les grands émetteurs, qu'ils soient des pays développés ou des grands émergents qui, par leur simple taille, sont aussi des contributeurs très importants, notamment la Chine aujourd'hui. Et du coup, on se dit que une telle organisation, ça paraît super sur le papier, que tout le monde a voix au chapitre. On se dit aussi que ça peut être un frein aux avancées, si, notamment parce que les décisions dans les COP sont prises au consensus. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne et du coup, qu'est-ce qui peut aussi poser un petit peu Oui, problème? alors ça, c'est une des bizarreries du processus des COP, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur les règles de vote. Donc, il y a des enceintes internationales, comme par exemple l'Organisation maritime internationale, où les pays peuvent voter et finalement une simple majorité peut l'emporter. Dans les COP, c'est pas le cas. Donc la règle du consensus s'applique. Ça ne veut pas dire forcément que tous les pays doivent signer, mais on voit bien qu'il y a des pays qui pèsent lourd et qui peuvent à eux seuls faire dérailler parfois des processus. Donc c'est pour ça qu'on passe souvent du temps à négocier des textes et que il y a 2 ans, on avait eu ce fameux texte pour dire qu'il fallait transitionner vers l'abandon des fossiles. Et c'était une énorme victoire parce que ça envoie un signal politique et de transition économique fort. Et ça avait été, par exemple, une bataille de haute lutte. Et justement, ces pays pétroliers, c'est vrai que du coup, vous parlez de cette réussite qu'il y a eu il y a 2 ans, c'était la COP 28, où en fait, on a parlé pour la première fois d'une transition hors énergie fossile. Et c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant qu'on en parle seulement là, il y a 2 ans, parce que sortir des énergies fossiles, c'est un peu clé pour lutter contre le réchauffement climatique. Comment on s'en sort du coup on est presque coincé parce qu'on se dit eux ils bloquent le processus. Comment on peut réussir à s'en sortir? Nous, c'est vrai qu'on a une dépendance aux énergies fossiles qui est généralisée. Il y a quelques pays qui en dépendent moins, mais par exemple même en France, on dépend majoritairement des énergies fossiles. On a un mix d'électricité plutôt décarboné, plus que la moyenne, mais on dépend énormément du pétrole pour le transport, etc. Et donc même si on a eu ce texte, finalement, c'était la première fois qu'on en parlait de façon explicite, mais en fait, évidemment que c'était quand même un sujet qui était en filigrane dans toutes les COP avant ça. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à rassurer l'ensemble des pays qu'on va leur donner les conditions de développement et aussi de prospérité pour les pays qui le sont déjà, sans s'aliéner la population, tout en transitionnant l'économie. Donc finalement, ce qui se passe autour des COP dans d'autres cercles, d'autres formats, comme le G7, le G20 ou des forums spécialisés de l'énergie, c'est aussi important. Et par exemple, je parlais de l'Organisation maritime internationale, il y a quelques semaines, elle devait adopter un cadre législatif pour donner un prix du carbone dans le secteur du maritime. Alors l'administration américaine notamment a fait un tel effort de lobbying qu'ils ont réussi à convaincre, ça c'était quelque chose qui est sorti dans la presse, beaucoup de pays de ne pas adopter ces mesures et à les repousser d'1 an. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose de très concret et qui aussi se joue dans beaucoup d'enceintes. Et du coup, on parle du coup des énergies fossiles. Ce qui est beaucoup ressorti, ce qui a fait beaucoup parler lors des dernières éditions des COP, c'est la présence sur place de lobbyistes, justement de l'industrie pétro-gazière. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, déjà, il faut dire que beaucoup de grosses entreprises pétro-gazières, il y a des multinationales privées, il y a aussi beaucoup de compagnies d'État. Et ça explique aussi pourquoi certains pays tiennent des positions qui sont propices en fait de nature à ralentir l'action contre le changement climatique, tout simplement parce que leur économie en dépend énormément. Et donc, on a eu par exemple en Azerbaïdjan un pays, ou même aux Émirats arabes unis, des pays qui ont des compagnies d'État très puissantes et souvent des présidences de COP très liées. Donc finalement, les lobbyistes, quelque part, ils peuvent avoir leur rôle et leur place dans la salle, tout simplement parce qu'ils sont très liés à des intérêts nationaux. Et ça, c'est une réalité. Après, il y a une autre partie des COP qui est plutôt la sorte de foire expo, où il y a tous ces événements auxquels vous faisiez référence. Et là, il y a des compagnies énergétiques où là, pareil, on va avoir des compagnies d'énergie propre et des compagnies d'énergie fossile. Je pense que c'est la réalité du monde de l'énergie aujourd'hui. Quelque part, je pense que c'est important aussi d'arriver à leur opposer des arguments sans se voiler la face sur là où on est aujourd'hui. Et du coup, d'avoir autant d'acteurs
On parlait justement, il y a de plus en plus de questions qui sont abordées, il y a de plus en plus d'acteurs. On voit que parfois ça coince. Est-ce que selon vous, il y a des choses à réformer dans le fonctionnement et le format des COP? Oui, il y aurait des choses à réformer parce que aucun processus en soi n'est parfait. Je pense qu'il y a plusieurs propositions qui me semblent bien intentionnées mais peu probables, comme par exemple mettre des droits de vote ou alors je dirais pas forcément exclure les lobbyistes, mais au moins avoir plus de transparence sur d'où ils viennent. Et pour ça, on peut aussi remercier les médias qui jouent aussi leur rôle de transparence pour mieux comprendre quels sont les intérêts qui s'expriment. Une des choses qui sont discutées aussi, c'est par exemple donner plus de place aux collectivités locales. Ça peut être, pas forcément les grandes villes qui sont déjà assez incluses, mais aussi par exemple les provinces, les régions. C'est important dans des pays comme par exemple l'Australie ou les États-Unis, qui peuvent avoir parfois des gouvernements nationaux peu allants, mais en fait avec des États ou des provinces qui sont très actifs et qui voudraient quand même faire valoir et avoir une discussion et être reconnus dans leurs efforts contre le changement climatique. On peut conclure, je pense que les COP ont le mérite d'exister, elles ne sont pas parfaites, elles sont peut-être à réformer, mais en tout cas elles permettent de parler de ces sujets qui ont tendance un petit peu à disparaître dans le tumulte géopolitique actuel, et elles apportent un petit peu d'attention politique et médiatique, donc à voir ce qui ressort de cette COP30 au Brésil qui vient de débuter. Merci beaucoup Lola Vallejo, et merci à vous d'avoir écouté ou regardé la question météo-climat, le podcast pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le temps qu'il fait ou qu'il fera. Abonnez-vous pour ne rien manquer, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt!